Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique sportive présentée par Frédéric Avalli. Et oui, chronique parce que c'est déjà le deuxième épisode. On avait fait le premier épisode que vous avez apprécié, qui était sur Mike Tyson et Joe Fraser. Mohamed Ali. Et Mohamed Ali, j'ai fait exprès, bien évidemment, c'était une petite boutade parce que Frédéric Avalli et moi, nous avons cette qualité commune qui est l'humour. Ça, je pense que ça s'est déjà vu. Et là, par contre, excusez-moi, mais là, je suis un petit peu choqué parce que là, je vois un t-shirt qui ne fait pas vraiment patriote français. Comment vous pouvez le justifier, ça? Alors, c'est très simple. Alors, de par mes origines, en fait, j'allais régulièrement en Italie quand j'étais enfant et je jouais tous les jours au football. Je mangeais football, je buvais football, je faisais d'autres choses que la décence m'empêche Vous jouez au de football, nommer aussi football. accessoirement. Et en France, on parlait rugby, judo, etc. La France est devenue un grand pays de football bien après l'Italie. Et c'est pour ça donc que je suis resté fidèle à mes origines. Et vous pourriez me dire, pourquoi ne pas soutenir une fois que la France est devenue une très grande, très prestigieuse, glorieuse nation de football? C'est tout simplement, Alexandre, parce que j'ai du mal, vu mon engagement politique, notamment auprès du Parti de la France, à soutenir une équipe africaine. Et justement, vous qui connaissez très bien d'abord l'histoire et l'histoire surtout du sport, est-ce que l'équipe de France a toujours été sous domination africaine? Alors, heureusement non, finalement ça a été assez proportionnel à la surpopulation africaine en France. Par exemple, il y a eu la France n'a jamais été un très grand pays de football. Il y a eu une glorieuse parenthèse en 1958 où il y avait une très très belle, très spectaculaire équipe de France qui était déjà sous l'impulsion d'une certaine immigration, mais plutôt européenne. Pour vous dire, il y avait Raymond Kopa qui était d'origine polonaise, Juste Fontaine qui était un pied noir qui avait donc appris à jouer au football dans les rues de Marrakech, et Roger Piantoni. La patronyme évidemment à consonance italienne. La France était arrivée troisième, elle a fait une très belle Coupe du Monde, s'était inclinée que face au légendaire Brésil du roi Pelé. Et après, c'est vrai que de 1958 à 1982, ça a été le calme plat. Et la France est vraiment une équipe de France de football magnifique de 1982 à 1986. Là, on avait déjà un ou deux joueurs de couleur, mais c'était d'ailleurs une fois sur deux, enfin pour la moitié des Antillais. Marius Trésor notamment, plutôt sympathique, quoi. Vous voyez, c'était le genre de personnes qu'on aimait bien parce que justement c'était ultra minoritaire et ramenait un petit peu d'exotisme. Et puis après, ça a commencé toujours pareil, hein, je dirais au même titre que la population de France, à s'africaniser de plus en plus. Et le grand tournant, qui a été un tournant racial, mais aussi un tournant politique, ça a été en 1996, lorsqu'à l'Euro 1996 qui avait lieu en Angleterre, il y avait une équipe de France déjà pas mal basanée, avec 5 éléments sur 11. Dans les 5, je compte aussi Zinedine Zidane, même si il a le teint un peu moins hâlé que la majorité des autres joueurs. Et d'ailleurs, il y avait une anecdote qui m'avait particulièrement amusé. Moi, j'étais dans le cadre de mes études en stage en Italie pendant ce mois d'Euro 96. Et à l'époque, l'équipe connue comme multiraciale était l'équipe des Pays-Bas, où il y avait deux clans qui s'affrontaient. D'ailleurs, il y a eu des problèmes qui avaient mis 2 ans à être résolus, entre la communauté, les joueurs noirs d'une part, et les joueurs blancs. Là, c'était vraiment une fracture ouverte. Et je me souviens, il y a eu un France-Pays-Bas en quart de finale que la France avait gagné au tir au but. Et les journalistes italiens, ça m'avait choqué parce qu'il y avait une liberté de ton on n'avait déjà pas à l'époque en France. Ils disent notamment l'équipe de France a la surprise générale plus colorée que l'équipe des Pays-Bas, où il y avait 5 noirs contre 3. Et ça m'avait choqué qu'on puisse faire une analyse comme ça à la télé italienne. Et donc ça veut dire que la France, en 1996, avait déjà, si j'ose dire, pris le pas sur les autres nations. Donc on va dire que ça a été un tournant 96, tournant racial, mais également politique, puisqu'en 1996, Jean-Marie Le Pen était monté au créneau en suscitant l'indignation générale, évidemment, quelle horreur, en comparant l'engouement montré par les joueurs anglais et allemands, 100% blanc pour les Allemands et
à 80-90% pour les Anglais, lorsqu'ils chantaient leurs hymnes à gorge déployée et des joueurs franco-africains qui, eux, chantaient la Marseillaise un petit peu comme des ventriloques. Et Jean-Marie Le Pen était monté au créneau. Évidemment, l'équipe de France multicolore avait fait front commun justement pour dire qu'ils étaient tous patriotes français et que chanter la Marseillaise ou non n'avait strictement rien à voir avec le patriotisme. Alors qu'on sait très bien quand même que dans une compétition internationale, les hymnes sont un moment quand même très particulier dans un sport collectif. Oui, tout à fait. Donc là, on est rendu jusqu'à 96. Et j'étais pas né, mais je sais qu'en 1998, la France a remporté la Coupe du Monde. Je sais aussi qu'en 2000, alors là j'avais une toute petite année, donc j'étais né, mine de rien, nous avions remporté la Coupe d'Europe. Est-ce que la gauche s'est emparée justement de ce multiculturalisme comme moyen de victoire et moyen de rayonner à l'international grâce à cette diversité? Alors c'est là justement qu'il y a eu un tournant et je dois avouer malheureusement, et c'est là qu'on voit le quotient intellectuel de l'électeur moyen, qu'il soit français ou d'ailleurs, hein. Mais beaucoup de gens ont gobé cette propagande que je trouve totalement stupide puisque on peut très bien, il est très facile de faire le distinguo entre un joueur africain ou arabe extrêmement talentueux et donc très doué dans un sport, d'une discipline sportive et qui porte haut les couleurs de la France, et le délinquant de la même ethnie qui sévit chaque jour. Je trouve que c'est logique de faire le distinguo. Ben non, ils ont vraiment fait l'amalgame. Vous vous rendez compte, s'il n'y a pas d'immigration, Zidane ne serait pas venu, il n'aurait pas marqué 2 buts en finale de la Coupe du Monde, etc. etc. Et à l'Euro 2000, lorsque la France a battu l'Italie d'ailleurs, en finale de l'Euro 2000, avec l'équipe Black Blamber, eh bien, on a rajouté une dose. Le problème, Alexandre, voyez-vous, c'est que la propagande, c'est très bien quand ça marche, hein, quand l'équipe gagne. Mais le problème, voyez-vous, c'est le retour de bâton lorsque ça ne gagne plus. Et en 2002, il y avait Jean-Marie Le Pen qui avait accédé au second tour de la présidentielle. Bon, ça, évidemment, tout le monde le sait. Eh bien, figurez-vous que l'équipe de France avait menacé de ne pas aller en Coupe du Monde 2002 si Jean-Marie Le Pen était élu président. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la France était championne du monde en titre, championne d'Europe en titre et ultra favorite pour remporter une deuxième Coupe du Monde de suite. Et évidemment, ça a un petit peu pesé dans les 82%. Seulement le problème, voyez-vous, alors dommage que ça ne se soit pas produit pendant les élections, mais pas de chance, cette équipe de France est une des plus ridicules de tous les temps, puisque non seulement elle a été éliminée dès le premier tour, mais elle n'a même pas été foutue de marquer un seul but dans toute la compétition. Donc moi, ce que je dis toujours, c'est que en fait, quand on fait de la propagande, on se sert du sport à des fins de propagande, il vaut mieux derrière assurer sur le terrain, sinon on passe pour des cons. Voilà. Mais c'est là où il y a eu le fameux incident, le but de Naïsna. Alors le but de Naïsna, c'était en 2010. Je pense que vous étiez suffisamment grand pour avoir entendu parler. En primaire. Voilà, et c'était donc Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Et là aussi, alors là, ce qui s'est passé, ça a été l'apothéose du Rakai Football Club. Ce qui s'est passé, alors je ne vais pas non plus faire une sorte d'éloge de la France Black Blamber des années 90, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va dire l'équipe de France des années 90, la période dont je parlais, il y avait encore, et même dans nos banlieues, il y avait une sorte de coexistence, de cohabitation entre des blacks, des blancs et des beurs, comme on dit. Il y avait un certain mélange, un certain brassage ethnique. Alors évidemment, il y avait toujours les délinquants afro-maghrébins qui sévissaient, mais il y avait parfois un certain mélange de gens qui n'étaient pas des délinquants. Et par contre, on va dire à partir de 2008,
Et il y a deux choses qui ont... Alors, une équipe, vraiment, l'équipe est venue à l'image de la France, et c'est devenu vraiment une équipe de racailles, à l'image de Karim Benzema, dont j'imagine vous êtes au courant des déclarations, Oui, oui. qui n'a jamais cessé de cracher sur la France et les Français. Et là, on peut dire que c'était vraiment des gens qui ne cachaient plus leur haine de la France, sinon leur indifférence. Et tout ceci a été aidé avec l'arrivée en 2004 de Raymond Domenech, qui était un entraîneur particulièrement gauchiste. Et donc Raymond Domenech, si vous voulez, lui est arrivé, il a un petit peu encouragé ça, la liberté d'expression, le relâchement de la discipline. Et en fait, on est arrivé au bout de tout ça en 2010, Coupe du Monde de Naïsna, je sais pas si, enfin le bus de Naïsna, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. En fait, c'est Nicolas Anelka, racaille parmi les racailles, hein, soutien parfois de notre ami Dieudonné, qui a insulté la mère de Raymond Domenech à la mi-temps d'un match contre le Mexique pour une remarque purement tactique. Mhm. Évidemment, alors je ne sais même pas si ça vient de Domenech, c'est la Fédération française de football qui a quand même, sévi et qui a exclu Nicolas Anelka de l'équipe de France. Et en réaction à ça, les joueurs de l'équipe de France sont mutinés, se sont enfermés dans le bus à 50 mètres du camp d'entraînement et ont refusé de s'entraîner. Vous n'aviez jamais entendu parler de ça, ça a défrayé la chronique. Hein. Donc, vous voulez dire qu'il y a eu une évolution entre ces joueurs et le rapport à la France? Alors déjà, il y a le rapport à la France, c'est vrai. Regardez une petite anecdote, quand vous écoutez parler, si vous vous amusez à regarder les interviews de Zinedine Zidane, de Marcel Desailly, des grands joueurs français multiethniques des années 90. Alors ça vole pas haut, hein, on n'est pas au salon du livre, mais vous voyez qu'il s'exprime avec un minimum de grammaire, enfin c'est assez fluide. Là, si vous faites une interview maintenant de Paul Pogba, de Karim Benzema, enfin déjà ils ont une intonation de la voix, quoi, comme ça, quoi. Ah, oui, Mais oui, en oui. plus, vous voyez qu'ils maîtrisent très difficilement le français. Donc déjà, il y a ça. Et en fait, ce qui s'était passé, juste pour terminer avec cet incident du bus de Naïsna, ils ont refusé de s'entraîner. Et donc, ça a fait un scandale. Et là, ça a ouvert les yeux sur le comportement qu'avaient les joueurs qui étaient des racailles. Et notamment, ils ont ostracisé quelques joueurs blancs français de souche de talent, comme un certain Johan Gourcuff, qui était un jeune talent français, fils d'entraîneur français breton, Ok. qui ensuite n'a jamais vraiment récupéré de ce lynchage, puisqu'il a été un petit peu mis à l'écart et n'a plus jamais fait les mêmes performances sportives, alors que c'était un espoir du football français. Il a vraiment été ostracisé. Et d'ailleurs, un des plus violents dans cet ostracisme, c'était Franck Ribéry. Vous me direz, c'est un ch'ti, il est bien blanc. Le problème, c'est qu'il est bien blanc, mais il est aussi bien musulman. Il se convertit à l'islam. Voilà, et Ouais. il a épousé une hideuse marocaine, excusez-moi pour ce pléonasme, et donc il s'est converti à l'islam, et il est devenu plus royaliste que le roi, comme c'est souvent le cas avec les convertis, vous le savez. Voilà. Oui, tout à fait. Il joue au Bayern, si je dis pas de bêtises. Quelle culture! Hey, Tout à fait. je suis un petit peu le football allemand. Oui, et d'ailleurs, en parlant de ça, parce qu'on parle de musulmans, donc je vais me permettre de faire l'amalgame, il n'y a pas beaucoup de maghrébins dans l'équipe de France, non? Eh bien non, il n'y en a pas beaucoup, et figurez-vous d'ailleurs que le même, hein, on va finir par croire que je lui en veux, mais le même Karim Benzema, figurez-vous, a été extrêmement virulent à l'encontre de Didier Deschamps, en le traitant, si ce n'est pas d'islamophobie, parce que là je pense que ça équivalait à une condamnation à mort de la part, à l'encontre de Didier Deschamps, avec tous les fêlés qui se baladent dans nos belles rues de France, mais il l'a critiqué, il l'a accusé ouvertement d'arabophobie, hein, on peut dire. Et donc là, Didier Deschamps, suite à ça, a quand même la chance d'avoir encore la tête accrochée à son cou, parce que moi j'ai eu très peur pour lui au début. Et non, effectivement, maintenant, on est carrément sur une équipe de France à 8 ou 9 joueurs noirs, mais même pas antillais comme c'était à une époque, quasiment tous originaires d'Afrique noire. Et effectivement, il y a très très peu de Maghrébins. C'est vrai que moi qui ai joué un petit peu, hein, avec eux quand j'étais plus jeune, les joueurs noirs sont plutôt des joueurs athlétiques. Donc c'est un nouveau style de jeu que la France a imposé, essayant de combiner
un petit peu de technique, un petit peu de force athlétique. Et les Arabes, souvent, se cassent un petit peu comme des biscottes. Et encore, à la limite, je dis, s'ils arrivaient à beurrer leurs jambes, peut-être que ça casserait moins, comme la biscotte, mais eux, ils n'en mettent Ouais. pas. Enfin, le beurre. Ironique pour des beurres. Oui, effectivement, effectivement. Voilà, donc il y en a moins. Et il y a une photo, d'ailleurs, j'avais écrit un petit papier pour mes camarades de l'association Notre Avant-Guerre. Je vous passerai la photo si ça peut plaisir. illustrer notre Je entretien. les mettrai au montage. Voilà. J'avais montré une photo de France-Argentine 1978 Mhm. en Argentine, où l'Argentine avait déjà gagné la Coupe du Monde à l'époque. Vous aviez d'un côté les 11 Argentins blancs habituels, et vous aviez 10 Français de souche, ou du moins européens, Mhm. et Marius Trésor, le seul Antillais du groupe. Vous revenez en 2022, après les 7 changements remplaçants de Didier Deschamps en finale. Pendant la séance de tir au but, vous avez 10 noirs et le gardien de but Hugo Lloris. Comme par hasard, le seul poste où il faut jouer avec la tête, où il faut réfléchir. Voilà. Mais donc vous avez une image, personnellement, je trouve ultra violente. C'est-à-dire qu'en 44 ans, vous êtes passé de 1 à 10 à 10 à 1. Voilà. Et ça fait mal. Est-ce que vous voulez dire que, parce qu'on a gagné les élections, n'importe quoi, pas encore, bientôt les élections, non, on a gagné la Coupe du Monde en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Est-ce que vous voulez dire que sans cet apport de la population africaine, la France serait dans le domaine du football une nation de seconde zone? Alors aujourd'hui, on peut dire que oui, parce que si vous regardez, alors j'ai pas les chiffres exacts, vous me prenez un peu au dépourvu, mais si on regarde le 11 type, il y aurait peut-être que 2 ou 3 Français de souche. Mhm. Si on prend les 25 convoqués par Didier Deschamps, peut-être 5 ou 6. Donc forcément, les 20 autres pour former une équipe complète, effectivement, il faudrait puiser vraiment, comme disait Raymond Domenech, racler les fonds de tiroir. Donc effectivement, ce serait un peu compliqué. Aujourd'hui, oui, sans cet apport-là. Mais après, Alexandre, croyez bien que ce n'est pas ça ne s'explique pas par la nullité du sportif français, puisque la France a prouvé aux Jeux Olympiques qu'elle avait, elle avait énormément d'athlètes français blancs, français de souche, de talent, en raflant plusieurs médailles. Et elle a prouvé qu'elle avait des vrais talents de sportifs. C'est que beaucoup de parents maintenant, alors vous savez, c'est toujours le même paradoxe, Alexandre, c'est-à-dire ce sont des gens de droite molle qui finalement sont horrifiés quand ils entendent nos propos concernant l'immigration-invasion. Mais par contre, quand il faut mettre leurs enfants en minorité face à la population que nous, je ne vais pas dire on stigmatise, mais dont on pointe du doigt le tropisme, eh bien, ces gens-là, tout de suite, là, ne veulent pas le vivre ensemble. Un petit peu comme des enfants de ministres socialistes qui sont à l'école privée. C'est un peu le même phénomène. Et donc, beaucoup de parents qui, par exemple, aimeraient que leurs enfants pratiquent une discipline sportive, étant un petit peu effrayé par l'ambiance qui y règne, parce que quand vous avez un enfant de 5, 6, 7, 8, 9 ans, ça va pas se terminer à coups de cutter sur les terrains de football, mais on sait fatalement, malheureusement, que à partir de 13, 14, 15 ans, ça se termine souvent à coups de serpette, et les premières victimes en sont les malheureuses minorités blanches. Donc souvent, ces parents-là, soit bien pensants, soit de droite molle, mettent leurs enfants, j'en connais beaucoup, qui ont mis leurs enfants au rugby, où il y a beaucoup moins de racailles, puisque le rugby est un sport assez physique, assez dur, et donc là, évidemment, dès qu'il faut faire des efforts autres que techniques, c'est cette population-là un petit peu plus réticente. Donc voilà, beaucoup arrivent au rugby, mais ça, c'est pas irréversible. Je comprends bien. Lors des derniers euros, on a vu une euro de football, bien évidemment, pas les européennes, les élections. On a vu de nombreux Africains faire, comment je pourrais dire, barrage à l'extrême droite, expliquant que c'était la haine, etc., etc. Quelle est votre réaction face à cela? Est-ce que ces sportifs devraient donner leur avis sur la politique française? Alors,
Déjà, il ferait mieux de la fermer parce que ces gens-là n'ont aucune... Mais au même titre que les acteurs, les chanteurs, voilà, Ouais. c'est très souvent sans talent, parce que quand on ne peut pas se distinguer par son propre talent, Hmm. bah on essaye forcément, il faut se faire remarquer par sa grande gueule et son engagement politique forcément à gauche. Si c'est par son seul talent, parfois on a du mal à percer. Donc je ne citerai pas de nom ici, mais donc c'est un petit peu la même chose pour les footballeurs. Moi, je trouve ça répugnant dans la mesure où ce sont des milliardaires ou multimillionnaires qui, justement, ne connaissent pas la souffrance du français moyen au quotidien, Hmm. encore moins du français qui vit dans les quartiers populaires qui pullulent d'immigrés extra-européens. Et donc, évidemment, ces gens-là ne se rendent pas compte de ce que vit le français moyen qui est en souffrance et qui vote Rassemblement national, pas forcément par structure idéologique, parce Hmm. que si le Rassemblement national était structuré idéologiquement, ça se Ça saurait, hein, serait, depuis 9 ans, voire même depuis 13, ouais, voilà. depuis Mais 2011. disons que ils votent parce qu'ils souffrent justement. Et ensuite, concernant l'influence, je pense alors certains disaient parmi nous, oui, mais de toute façon, t'inquiète pas, je pense que ça n'aura pas d'influence, ça n'aura pas d'impact électoral. Malheureusement, je pense que ce qui s'est passé notamment, sans faire de politique politicienne, parce que ce n'est pas le but de notre entretien, n'est-ce pas? Mais ce qui s'est passé lors de ce second tour, c'est qu'en fait, l'élection a basculé parce qu'il y a beaucoup de gens qui habituellement ne votent plus, comme les racailles, les cas sociaux de banlieue qui ne foutent rien, qui se lèvent juste, ils sortent juste de chez eux en quittant leur console de jeu Hmm. et leur plateforme télé pour aller toucher leurs allocations familiales, eh bien ces gens-là, en fait, se sont déplacés massivement pour faire barrage, avec les conséquences que l'on a vues et que l'on déplore encore maintenant. Donc je pense qu'auprès de ces gens-là, ça a pu avoir une certaine influence. C'est pour ça que parfois il y a des personnes qui me disaient oui mais je comprends pas, des personnes, hein, je parle du vécu, qui me disent voilà mais je comprends pas, en fait tu soutiens l'équipe d'Angleterre contre l'équipe de France sous prétexte que l'équipe de France est africaine, mais l'équipe anglaise est tout aussi africaine que l'équipe de France. Je leur dis attention, la différence entre les deux, c'est que si l'Angleterre gagne, bon voilà, ils rentrent chez eux, ils nous foutent la paix, etc. Si la France gagne, il y a derrière toute une propagande multiethnique, voire immigrationniste, qui va s'abattre sur nous Hmm. pendant 1 an ou 2 et qui peut avoir un impact très fort. Il y a quelque chose aussi que je voulais vous dire, c'est que le score du Front National n'a jamais été aussi bas, à part évidemment quand c'était un micro-parti avant 1984, mais le score du Front National n'a jamais été aussi bas que la période entre 1998 et 2002 avant le 21 avril. Ça veut dire que, mine de rien, cette propagande black-blanc-beurre a quand même eu un impact Hmm. sur les faibles d'esprit, les simples d'esprit, qui votent hein, aussi, comme vous le savez, d'ailleurs ça se voit de plus en plus. Clair. Donc c'est vrai que malheureusement, ce genre de message peut encore avoir un impact sur la population. Mais je sais que tout le monde ne partage pas mon avis. Mais en tout cas, je pense que le résultat des élections l'a un peu prouvé. Non, mais c'est un avis qui est intéressant et que vous nous faites bien de nous partager. D'ailleurs, moi, je vous invite à donner le vôtre en commentaire, bien évidemment. Et justement, quelle est l'attitude des représentants et des dirigeants politiques de la droite nationale sur cette africanisation de l'équipe de France? Alors là, ce serait limite, il faudrait faire, ça pourrait servir en thèse de doctorat de sociologie. Mhm. Hein, je ne sais pas si ça existe, sociologie du football comme matière, je pense qu'on n'en est pas encore arrivé là. Voilà, Bon, c'est ta ça. mot valise. Ah bah là, je vais, Un mot à valise. là, je vais rempiler alors. Je vais reprendre mes études, parce que je peux avoir un débouché. Non, alors plus sérieusement, il y a d'un côté les militants. Alors les militants, alors je vais pas nommer des gens parce qu'on en connaît en commun d'ailleurs, Oui, tout à fait. mais qui sont très pro équipe de France malgré tout. Ils se disent, en gros, l'idée, hein, sans tenir des propos racistes, l'idée, en gros, ce serait que
les esclaves courraient pour les supporters blancs qui seraient dans les tribunes. Et enfin, vous voyez J'ai jamais vu les choses comme ça. Mais oui, c'est voilà, intéressant que ça mais soit en gros, je caricature bien J'ai pas sûr, hein, pensé. je ne veux pas injurier ces gens-là, mais en gros, ce serait ça, quoi. Limite, si les supporters n'auraient pas un Un fouet, fouet quoi. pour les faire Voilà, courir plus bon, vite. voilà. Mais cela dit, quand vous regardez, Alexandre, ce qui est paradoxal, c'est quand l'équipe de France a du succès, Oui. vous allez voir dans les tribunes, quand il faut payer, c'est fatigant de se déplacer en avion, d'aller chercher les billets, de se lever tôt le matin. Oui. Donc quand ils voyagent pour encourager l'équipe de France au stade, vous n'avez que des blancs. Et par contre, quand il faut aller casser des vitrines, mettre des mains aux fesses, etc., des femmes, hein, Oui, etc., etc., là, vous voyez, c'est plus la même population sur les Champs-Élysées. Souvent, ils sont, vous voyez, hein, les vidéos, c'est noir de monde. Hein. ah oui, c'est clair. Voilà. C'est clair, c'est Donc, voilà. Et de l'autre côté, un peu comme moi, ou des gens qui, voilà, qui sont écœurés par l'image que ça donne de la France à l'étranger, et aussi, parce que quand on est impliqué en politique, c'est surtout ça qu'on regarde. J'en ai d'ailleurs parlé avec Bruno Gollnisch juste après le quart de finale France-Angleterre à la Commune 2022, où il acquiesçait à mes propos, c'est que ça peut justement... ça génère une propagande immigrationniste qui ensuite a un impact dans les urnes et c'est nous qui en payons les conséquences. Alors ça, c'est pour le militant de base, pour l'électeur, pour le sympathisant. Et après, vous avez aussi les partis politiques. Alors en 2002, quand les joueurs de l'équipe de France étaient montés au créneau face à Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen, comme d'habitude, leur avait rionné. Hein, il a dit, mais en gros, je m'en contrefous. Voilà, il y avait même Bruno Maigret qui était en fait, je ne sais pas si vous devez savoir Oui, la évidemment. division en Et voilà, en oui. 2002, Bruno Maigret avait présenté sa candidature, une campagne encore plus musclée, encore plus anti-immigrationniste que Jean-Marie Le Pen qui avait récolté qu'1% et demi, je crois, des voix. Lui, il avait fait juste après l'élimination de la Coupe du Monde 2002 un merveilleux communiqué, merveilleux. Cette élimination sonne le glas de la France immigrationniste. Bravo, Monsieur Maigret. Et il m'avait pas fait plaisir depuis 4 ans, la scission, là il m'avait fait plaisir. Et voilà, avant, le Front National et le MNR de l'époque n'avaient aucun scrupule à ne pas soutenir l'équipe de France de football, alors que maintenant, alors qu'ils se font constamment cracher au visage, les tweets ou sur les pages Facebook, les posts de Marine Le Pen, même de Marion, hein, Oui. de Marion Le Pen, bravo à l'équipe de France, ah les Bleus, allez les Bleus, la finale, et ça n'arrête pas. Ouais. Donc là aussi, même de ce côté-là, c'est une très bonne question de votre part, eh bien de ce côté-là, c'est le politiquement correct qui s'est emparé de la droite nationale, même de la part d'un Éric Zemmour. Alors Éric Zemmour, je ne pense pas que ce soit de la manœuvre politicienne. Éric Zemmour est vraiment un malade de football, un très grand connaisseur, et je pense qu'il est un peu comme la première partie de militant que je décrivais. Je ne dis pas qu'il est esclavagiste, hein, mais je pense qu'il est tellement amoureux du maillot français qu'il est prêt à tout accepter pour que l'équipe de France gagne. Ouais, Mais vous voyez, des gens comme Marion Le Pen et Marine Le Pen ne devraient pas mettre ce genre de post ou de tweet, quoi. Je trouve ça complètement, c'est de la soumission, quoi. Vous connaissez la Totalement. traduction de ce mot en arabe d'ailleurs. Oui, islam. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et vous pensez que justement ce processus d'africanisation de l'équipe de France, qui est déjà bien amorcé, si on peut pas dire abouti, est-ce que vous pensez que c'est réversible? Alors, je pense, alors forcément, plus ça va aller, moins les blancs les parents vont inscrire les enfants blancs dans les clubs de football, plus des Africains vont arriver massivement en France. Donc forcément, si on continue avec cette politique-là, évidemment, moi je dis que le seul moyen d'inverser la tendance, ce serait d'appliquer la politique de remigration que le Parti de la France est le seul à ouvertement proposer. Donc je pense que ce serait la seule solution. Sinon on va droit dans le mur. Alors effectivement, peut-être qu'au début, la France deviendrait une équipe assez moyenne en football, mais comme je vous disais, la France a un tel potentiel athlétique, on l'a vu aux Jeux Olympiques, où j'ai été très surpris de voir le nombre de Français de souche lorsqu'il y avait le défilé de cette hideuse cérémonie d'ouverture. De foot dans les Jeux Olympiques. Enfin, je sais pas si vous avez Ah, remarqué, parce il y a jamais que... de grandes équipes. Mais je connais Non. la raison, mais je sais pas si vous la savez. Parce que c'est une raison historique à la base.
Ah non, moi je vous aurais dit que c'est tout simplement parce que c'était ouvert aux moins de 23 ans et donc il n'y a aucune superstar qui vient En, jouer. en Mais gros, de ce que j'ai compris, parce qu'il y a quand même des stars de foot de moins de 23 ans, mine de rien. De ce que j'ai oui, compris, il y a à l'époque, je sais plus quelle époque exactement, faudrait demander à Scipion pour cela, mais le président, l'organisateur des Jeux Olympiques était en brouille avec le président de la FIFA. Et la FIFA, et encore aujourd'hui c'est toujours le cas, fait toujours en sorte de ne pas rendre disponibles ses plus grands joueurs de moins de 23 ans pendant la période des JO. Donc ils leur mettent toujours des entraînements, toujours des matchs, etc. etc. Et il y a vraiment cette volonté, a priori de ce que j'ai lu sur l'équipe, de ne pas envoyer ces grandes stars du football sur les équipes de Jeux Olympiques justement pour les conserver pour les fédérations. Je trouvais ça intéressant. Normalement c'est vrai, je l'ai lu sur l'équipe, donc a priori c'est quand même censé si être l'équipe solide. le dit. C'est censé être solide, je mettrai l'article dans la description, mais c'est censé être quand même assez solide. Oui, vous avez peut-être pas encore terminé, parce que j'avais... Non, 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 au contraire, non, je dis que ce que vous dites est forcément vrai, hein, je n'en doute pas une seconde. Les Jeux Olympiques se déroulent généralement 2 semaines après les championnats d'Europe de football, l'Euro comme on l'appelle. Donc forcément, vous imaginez, ces joueurs, ils vont pas faire enchaîner 2 compétitions de suite et s'asseoir sur leurs vacances d'été. C'est clair. Donc aujourd'hui, c'est certainement plus pour ces raisons-là, mais à l'origine, vous avez Ça certainement change pas du raison. tout maintenant. Et je vous remercie parce que je ne le savais pas, comme quoi on peut toujours apprendre de la part de quelqu'un qui, à la base, n'est pas censé Je vérifierai l'info connaître. quand même, mais il me semble J'espère un jour pouvoir vous apprendre des choses en informatique, mais là, c'est pas gagné, hein. Ah bah pourquoi pas, après tout, on ne sait jamais. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission, et moi je vais vous poser une dernière question comme ouverture, parce que ma question n'a pas grand-chose en rapport avec l'africanisation de l'équipe de foot, mais je pense que ça pourrait faire un sujet pour un futur épisode. On avait vu des polémiques, notamment autour d'un fameux brassard LGBT. Est-ce que vous diriez, et ce sera forcément le sujet d'un autre épisode, mais comme ça on fait l'introduction, qu'il y a une influence LGBT réelle dans le monde du football, qui pourtant est africanisé? Alors, j'avais écrit d'ailleurs, hors partie de la France, un papier là-dessus. Mhm. Mais oui, alors après, c'est la fameuse convergence des luttes parce que, d'ailleurs, je reconnais quand même, finalement, vu les catholiques honteux que nous sommes devenus, heureusement que certains musulmans ou certaines racailles osent parfois monter au créneau et refusent de porter des ignobles maillots ou t-shirts LGBT. Mhm. Et là, d'ailleurs, les sanctions sportives sont un peu moins sévères que si c'était Ah oui. un Olivier Giroud ou un intégriste, comme ils disent, catholique, hein, évidemment. Ah, je savais pas. Mais non, il y a eu quelques sanctions à l'encontre de joueurs noirs et ou musulmans qui ont refusé d'arborer ces maillots. Mais non, un petit peu au même titre que vous avez vu cette ignominieuse cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Oui, Paris. c'est violent. Voilà, comme a dit Sandrine Rousseau, cérémonie 100% woke. Donc si elle a aimé, nous forcément on vomit. C'est clair. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que oui, les grandes instances sportives sont gangrénées par le wokisme. Mhm. Alors quand vous aviez, je ne suis pas forcément fan, hein, en plus il jouait pour mon club rival du mien en Italie, mais quand vous aviez un joueur de football qui était devenu président de la FIFA comme Michel Platini, Oui. qui n'était pas un politicien, c'était plutôt un homme de terrain qui était devenu, par la force des choses, politicien. Ces gens-là arrivaient un petit peu à préserver l'entrisme de ces ordures wokistes, etc. Par contre, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des présidents de la FIFA ou de l'UEFA qui sont des véritables politiciens. Mhm. En fait, ils essayent de glaner à droite, à gauche des soutiens. Donc, plus vous avez de sponsors de la bien-pensance, excusez-moi si ça ne se dit pas politique, plus vous avez des chances d'être élus. Et ces gens-là sont très très forts, même s'ils savent qu'ils sont ultra minoritaires, ils sont très très forts pour s'immiscer dans les instances. Et en fait, leur but à tous ces gens-là, c'est, même s'ils sont ultra minoritaires, c'est de profiter, de spéculer, de profiter de la lâcheté de la majorité qui n'ose rien dire. J'en ai parlé 1 milliard de fois, mais vous savez, les fameux gens de droite molle qui Oui. disent « Ah oui, non, mais moi je pense comme toi, hein, mais ouais, enfin bon, on va pas se faire remarquer quand même. Non, faut pas. Non, vaut mieux rien dire. » Et donc, c'est ce comportement, cette lâcheté de la majorité silencieuse qui fait que la minorité agissante, eh bien, progresse également dans le milieu sportif, où en plus, pour avoir été un petit peu dans certains vestiaires, les premiers mots qu'on dit quand on se fait marcher dessus, les gars, on n'est pas des... Hein, vous voyez,
Donc, ça prouve bien que... Oui, j'ai vu il des y attaques a- pour homophobie parce qu'on avait Ouais. genre des fans de l'équipe de, je sais plus si c'est PSG ou l'OM et qui insultaient l'autre de l'équipe de P. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Et ils se sont attaqués pour homophobie, ce qui est ridicule. Alors que honnêtement, Quel c'est rapport? c'est un des premiers termes qui est prononcé par les entraîneurs un Hmm. petit peu macho dans les vestiaires. Maintenant, est-ce qu'on a encore le droit d'être macho quand on est entraîneur? Ça, je ne sais pas. C'était Paris, longtemps. Et hop, il y a eu Ouais. une accusation pour homophobie. Voilà, on en est là, quoi. On en est Ouais, là. là, bientôt, il faudra que les supporters. Je condamne le hooliganisme et la violence dans le football, mais Oui. bientôt on arrivera à faire des merguez parties Mhm. entre les supporters ennemis avant les matchs et à s'échanger des fleurs, à se jeter des bouquets de fleurs d'une tribune à une autre. Donc il y a un moment, voilà, le football, ça reste un sport populaire, hein, ça va être sur le ton de la gaudriole et de la galéjade et non pas une espèce de fête du slip où tout le monde est pote et se tape sur l'épaule. Voilà, c'est un peu le côté, on va dire, viril du football et c'est aussi pour ça qu'on aime aller au stade. Voilà. Et à ces fameuses merguez parties, nous inviterons Sandrine Rousseau. Pas moi. Voire vous me préviendrez, je mettrai en arrêt maladie. En tout cas, j'ai été ravi d'animer cette émission chronique sportive animée par Frédéric Avalli. Je dis animé, mais c'est vous qui l'animez finalement. Moi, je vous pose quelques petites questions pour que vous puissiez développer. On a réussi à ouvrir le sujet de l'africanisation de l'équipe de France sur la présence du lobby LGBT. Peut-être une future émission. Nous verrons quels seront les prochains sujets. En tout cas, c'est le deuxième épisode de cette chronique, donc je vous invite à découvrir le premier qui n'est pas sur Mike Tyson, comme je le disais en rigolant, mais Mohamed Ali contre Joe Frazier. Frazier. Parfait, parfait. Frazier. Ça, c'est de mieux en mieux. Oui, parce que fraisier, ça n'a rien à voir, c'est les fraises. Donc, moi, je vous invite à regarder cet épisode et en attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui, Et si vous me permettez un petit aparté, en vous laissant C'est évidemment le le thème. mot de la fin, n'hésitez pas aussi, Mhm. avec votre autorisation bien sûr, Bon, mais super. à suggérer des sujets sportifs Oui, en lien évidemment avec la politique qui pourraient vous intéresser lors de prochaines émissions si celle-ci se prolonge. Voilà. bien sûr, bah oui, suggérer des thèmes qui ont un rapport avec le sport et la politique. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du Parti de la France. Et rendez-vous sur Telegram pour suivre en direct tous les vendredis soirs à 21h les forums du Parti de la France. Il y a bien évidemment un lien également dans la description pour nous aider financièrement si vous pouvez. Parce que nous sommes un mouvement qui en avons besoin si nous voulons propager les idées. Au revoir tout le monde.